Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Déballage, l'émission où l'on décrypte l'actualité sans filtre. Aujourd'hui, deux sujets sur la table. D'abord, les examens nationaux. On en parle ici en Guinée avec un zoom sur le déroulement et les fameuses révisions nocturnes interdites. Puis, en seconde partie, nous parlerons sport et football avec la décision de la CAF qui rejette la requête de la Guinée après son match contre la Tanzanie. Eh bien, restez avec nous. On déballe tout de suite dans quelques instants. Tous nos canaux synchronisés. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14 h à 15 h 30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. 7,9 StarTime 104. Nombreux sont les canaux à travers lesquels vous nous pratiquez un peu partout à travers le monde. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons deux sujets chauds, deux réalités bien différentes, mais qui touchent toutes et tous l'avenir de nos enfants et celui de notre football guinéen. Eh bien, pour en débattre, nos chroniqueurs sont présents avec moi ici dans ce studio pour en débattre en détail. Madiba, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Rokia. Très bien. Alors, Yambuno, Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. j'espère que ça va. Oui, ça va très bien. En tout cas, on est très ravis de vous retrouver encore pour un autre numéro du déballage. Aujourd'hui, eh bien, nous ouvrons cette émission avec un sujet qui concerne chaque famille guinéenne. Eh bien, les examens nationaux depuis le 12 juin, plus d'un demi-million de candidats affrontent les épreuves du CEE, également du BEPC et le bac très bientôt à travers tout le pays. Oui, on a vu quand même que les examens au niveau du CEE se sont bien passés. Oui. Je pense que c'est des enfants chaque année, c'est d'ailleurs la même chose. Il n'y a pas d'irrégularité à constater à ce niveau. Donc, c'est des gens qui sont plutôt faciles à manier et qui sont aptes à respecter les consignes qu'on leur donne autour du mât, bien avant d'être dans les salles de classe. Donc, hier, ça a commencé avec le BEPC. Le BEPC. Dans la commune de Ratoma notamment, il y a au moins il y a plus de 23 000 candidats qui affrontent ces épreuves et c'était la rédaction et l'histoire qui ont été les premières épreuves. Ça s'est quand même bien passé dans plusieurs centres de la capitale parce que nous sommes à Conakry, c'est la réalité d'ici, mais les échos aussi sur les différents sites d'information laissent croire que dans d'autres régions aussi, ça se passe très bien. Il n'y a pas eu de cas d'incident majeur. Seulement, au niveau du centre Ibrahima Fofana, du côté de Anta, il y a eu une candidate qui a été renvoyée pour suspicion de fraude. Donc, elle n'a même pas eu accès à la salle. C'est juste devant la salle, dès qu'elle est arrivée, on a compris qu'elle était en train de préparer quelque chose. Donc, elle a été aussitôt renvoyée. Donc, nous avons tendu le micro à Mais certains... ça, c'est très grave quand même. Ben, Pour des suspicions de fraude, moi. attention, c'est s'il y très a grave. toutes les Non, preuves. mais attendez. La suspicion de fraude, c'est parce qu'elle n'est pas peut-être dans la salle, mais s'il y a des documents qu'elle cache et qu'on retrouve ces documents, alors elle doit être renvoyée. Effectivement, Donc, oui. voilà, donc il y a ce problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on a tendu le micro à certains candidats qui ont estimé qu'ils ont été surpris par le sujet de rédaction qui est venu. Ça portait aussi sur Simandou, tout et tout. 2040. Donc certains ont été surpris. C'est comme les enfants aussi de l'école primaire. Il y avait quelque part noté Simandou. Et donc ils disent qu'ils se sont en sortis quand même. Ça veut dire que quelque part, les épreuves au niveau de la rédaction, ça a été un peu dur. Ils ont salué quand même la rigueur au niveau des surveillances. Je parle bien sûr au collège Ratoma, ce qui s'est passé. Et ils ont estimé que la surveillance a été très rigoureuse. Et donc, ce n'est pas être méchant.
Et on a quand même les extraits de certains candidats que nous avons eus, qui nous ont témoigné tout cela. Je pense que pour le moment, ça débute bien et aujourd'hui, ce sont les 3e et 4e épreuves. Voilà. Effectivement, cette année, au-delà de l'organisation logistique et de la lutte contre la fraude, un autre détail a attiré l'attention de tout le monde, c'est l'introduction du projet Simandou dans les sujets d'examen, une manière peut-être de connecter les jeunes aux grandes ambitions économiques du pays. Oui, mais je pense que il y a un petit problème à ce niveau parce que au CEE, c'est au niveau de la rédaction. Quand même, on a parlé de Simandou, effectivement. Mais le problème, c'est que est-ce que ce sont des programmes qui sont enseignés dans les établissements? Ça, on ne sait pas. Est-ce que Simandou fait partie aujourd'hui des programmes enseignés à l'école? Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ouais. Et au niveau du brevet d'études du premier cycle, on a vu hier, on a vu il y a des micro-trottoirs, et des journalistes ont fait des reportages en direct, et puis on a vu des élèves qui quand même, au-delà de ce sujet, quand même, qui ont dit que, voilà, ce sujet de rédaction, quand même, a surpris à plus d'un, parce qu'on a entendu des élèves qui ne savent même pas aligner 2-3 phrases. Je dis c'est extraordinaire, parce qu'on a dit, ils n'ont même pas compris c'est quoi le projet Simandou. Je pense que ceux qui sont censés rédiger ces sujets-là pour les enfants, c'est pas ils ont embrouillé les enfants. Parce que moi, quand j'ai lu le sujet, j'ai compris que le véritable sujet se trouve au niveau de la deuxième phrase. C'est là où il y a le sujet. On met juste le Simandou pour, je sais pas, pour faire plaisir à qui. En fait, mais ce qui est important pour reformuler le sujet. Non, mais attendez, on n'a pas besoin. Parce que c'est devenu aujourd'hui. Maintenant, je vais reformuler le sujet pour le brevet. Parce que j'ai lu. C'est devenu. J'ai lu pour le brevet. J'ai lu pour le brevet. Je vais reformuler ce qu'ils ont dit. Ils disent que Simandou, disons, Simandou est un grand projet minier pour la Guinée. Pour toi, par exemple, qui souhaites participer au développement de ta nation, dites-nous quelles sont les études que tu comptes faire pour participer à ce projet. Donc, c'est la question essentielle. En fait, en résumé, c'est ce qu'ils ont demandé aux candidats. Mais là où je suis d'accord avec Madiba, c'est vrai, aujourd'hui, nous parlons de Simandou. J'ai l'impression qu'on est en train de transporter un peu la politique dans l'éducation. Absolument. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a pris le temps de se poser la question? Est-ce que les enfants, on commence déjà à leur enseigner pour dire que tel métier colle avec telle étude? Non, ce n'est pas fait. Il y a même des lycéens, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que vous voulez faire à l'université? Ils sont incapables de te répondre. Donc aujourd'hui, je crois que d'accord, c'est bien de parler d'un projet, mais il faut que l'enfant qui aborde ce sujet puisse comprendre la teneur et les aboutissants de ce projet. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. C'est loin de dire qu'on ne doit pas parler de Simandou. C'est bien qu'on parle de Simandou. Mais je suis sûr et certain même qu'il y a des hauts cadres du pays aujourd'hui qui ne comprennent pas bien le projet Simandou. Vous voyez, donc on nous parle tantôt de projet. On nous parle parfois de programme avec Simandou 2040. Donc, il y a tout ce détail-là qu'il va falloir tenir en compte. Parce que si on pense que les chansons que les artistes font aujourd'hui pour parler de Simandou peuvent permettre peut-être aux enfants de traiter ces sujets, tant mieux. Mais sauf qu'à l'école, est-ce qu'on a pris le temps de pouvoir orienter les enfants à partir du collège? C'est la question que moi je me pose. Parce que c'est pas tout. Est-ce qu'on a même des conseillers d'orientation? Dans quelques instants, nous allons recevoir M. Moustapha Souma, qui est professeur d'histoire et également délégué du collège 2 de Bonfim pour le BEPC. Si la régie nous permet, nous allons essayer de le joindre ici en direct pour qu'il puisse donner réponse à ces quelques questions que nous nous posons. Bien entendu, je pense qu'il est là. Allô, bonsoir. La Allô? régie, j'espère que c'est bon de votre côté. Allô? Donc, nous allons le recevoir dans quelques instants. Effectivement, voilà, aujourd'hui, nous abordons 2 sujets, bien entendu. Les examens nationaux, on va en parler ici dans cette émission. Crédibilité retrouvée ou système toujours malade, on en parlera. Et également, la Guinée, également au côté sport, on va également parler en détail ici, en direct dans cette émission-là. On va marquer une courte pause, histoire pour nous de joindre M. Moustapha Souma pour voilà, continuer cette émission en toute beauté.
Dans quelques instants, nous allons joindre Monsieur Moustapha Souma, qui va débattre de ce sujet-là avec nous. Les examens nationaux en Guinée, on en parlera. Aujourd'hui, en Guinée, plus de 566 000 candidats passent les examens nationaux CEE, BEPC et BAC dans 2188 centres à travers le pays du 12 au 27 juin 2025. Pour en parler, nous avons au téléphone Monsieur Souma Moustapha. Bonsoir, monsieur Souma. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, vous? Ça va, Dieu merci. Dieu merci. Merci de répondre à nos questions. Je vous en prie. Alors, monsieur Souma, on sait que les épreuves des examens nationaux ont été lancées depuis le 12 dernier avec le CEE. Cette fois-ci, nous sommes au brevet d'études du premier cycle. Dites-nous comment, pour vous qui êtes proche des candidats, comment se déroulent ces épreuves? Oui, je peux rassurer que le lancement s'est fait dans les conditions les meilleures au niveau national, pour ne pas essayer de généraliser la situation. D'accord. Et en tant que délégué, je dirais que tout se passe très bien chez moi au niveau du collège de Bonfi, conformément aux règles édictées et au respect du code de conduite et des principes généraux, des règlements généraux des examens. OK. Alors, comme Oui. chaque année, il y a quand même cette question de tolérance zéro pour l'excellence qui revient. Est-ce que vous avez, pour le moment, constaté les cas de force majeure dans votre établissement? Vous savez, la gestion des examens demande beaucoup de pédagogie. Rien, c'est-à-dire tout ne sera pas parfait. Nous gérons les situations mineures avec beaucoup de tact, en consultation dans un travail collégial, et nous essayons de sanctionner les cas les plus graves, parce que les enfants sont toujours dans la tentation, et raison pour laquelle nous sommes mobilisés en équipe de surveillants, de coordination, si fait d'ailleurs que cette année, pour essayer de donner beaucoup de sagesse à la coordination. Il y a 3 chaînes de supervision. Il y a la supervision au niveau communal, la supervision au niveau régional. Au niveau de la supervision communale, les directions communales ont mobilisé leurs cadres et quelques personnes en qui ils ont confiance pour essayer de faire des constats et de leur remonter des situations qu'ils ont à analyser quotidiennement pour essayer de corriger le lendemain. Au niveau de la coordination régionale, l'inspection régionale de l'éducation qui a eu confiance en nous, en plus de nous avoir choisi comme délégués, a aussi choisi des cadres pour venir faire des supervisions. Et ce travail de supervision ne se fait pas avec les mêmes éléments. Et à côté de cela, le département aussi a mobilisé des superviseurs nationaux qui sont déployés dans toutes les préfectures aux communes. Et dans chaque région précisément, il y a un coordinateur général qui aussi coiffe les superviseurs. Raison de plus que le travail se fait avec la plus grande pédagogie et nous ne pouvons pas vous dire que tout se passe très très bien. Mais dans la mesure du possible, nous essayons de corriger les cas mineurs et nous restons fermement pour essayer de freiner toutes les tentatives qui vont amener à la décrédibilisation de l'examen. Est-ce que depuis hier, vous avez constaté au niveau de votre centre des cas de tricherie ou quelques dysfonctionnements? Bon, les dysfonctionnements, non, pour l'instant. Mais comme l'examen est en cours, nous veillons. Parce que par le passé, il y a toujours des cas de substitution. Et dans mon centre, précisément, il y a ni cas de substitution, et chez les candidats, et chez les surveillants. Tous les surveillants qui ont été mis à notre disposition ont été choisis par la direction communale de l'éducation de Matam. Et les concernés ont répondu favorablement et se sont mis à la tâche conformément aux principes édictés par les autorités. Nous nous disons dans ces studios, en tant qu'enseignants, est-ce que la rédaction d'hier, parce qu'on a vu quand même des enfants qui se plaignaient un peu de cette rédaction du sujet qui est venu, qui portait sur Simandou, est-ce que vous avez enseigné ça aux élèves? Simandou n'est enseigné à aucun niveau, au niveau de la Guinée, de la première année jusqu'au niveau de l'université et même au niveau du poste universitaire. Mais il ne faut pas que l'expression Simandou 2040 vienne remettre en cause
le fond de la question. Pour ceux qui savent lire et qui peuvent considérer les lettres au pied, c'est-à-dire les mots au pied des lettres, on a juste demandé aux enfants qu'un projet de grande envergure est venu à l'horizon 2024 dans une certaine expression, demandant aux enfants quelles études universitaires ou professionnelles comptent-ils faire pour essayer de contribuer au développement de leur nation. Bon, je pense que l'expression Simandou 2040 n'a pas à être un péché pour essayer de remettre en cause ce sujet. Mais si les gens n'ont pas aimé cela, ce n'est pas moi qui viendrai dire qu'ils n'ont pas tort. Mais tout ce que je sais, et la réponse se trouve dans le sujet en ne considérant pas Simandou 2040. Et justement, Alors, moi, Souma, ma question, Monsieur excusez-moi. Souma, si tu permets, Yombono. Monsieur Souma, quelle était l'atmosphère après le lancement de ce sujet? Bon, dans mon centre, quand le sujet a été lancé, les enfants n'ont pas réagi. Ce n'est que quand nous sommes sortis du centre, nous avons vu les réactions des gens sur les réseaux sociaux essayer de discréditer le sujet en disant que pour cette année, les sujets viennent avec l'expression Simandou 2040 qui n'a rien à voir avec l'école guinéenne. Mais sinon, les enfants, ils n'ont pas réagi dans les centres. Avec la même utilisation du terme Simandou avec l'examen du CEE, est-ce que au niveau du BEPC, les enfants ne devraient pas s'attendre à ça? Bon, vous savez, le plus souvent, on dit que les sujets viennent selon l'actualité. Effectivement, oui. Et moi, je vous assure qu'avant que l'examen ne soit lancé, les enfants disaient beaucoup que le sujet va venir sur Simandou 2040. J'ai entendu parler, quand j'ai vu, j'ai ri. Mais les enfants ne connaissaient pas comment la question allait être formulée. Et quel est le fond qu'on allait chercher à leur niveau. Mais vous savez, chez nous, on souffre de la langue française. Donc, il suffit d'un seul mot pour essayer de déplacer toutes les idées déjà prédisposées pour essayer de faire face au sujet. D'accord. Maintenant, on l'a dit aussi dans ce studio, c'est vrai, comme vous l'avez expliqué, peut-être que Simandou est un mot. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles du pays, on prend le temps de dire aux enfants c'est tel métier qui colle avec telle étude? Est-ce que vous prenez, par exemple, le temps d'enseigner cela aux enfants? Parce que nous, personnellement, on a eu des problèmes d'orientation. Bon, vous savez, le plus souvent, le programme d'enseignement au niveau du secondaire n'est pas basé sur l'analyse. C'est basé sur la connaissance des expressions et sur la culture générale, dans une certaine mesure. Alors, moi, je me dis que Simandou, tel que le sujet a été formulé, ça dépendra du niveau de l'élève et de la culture générale de tel ou de tel autre élève. Alors, il m'est très difficile de dire que ça a été enseigné ou que les enfants allaient avoir des difficultés à le savoir. Mais les différents services chargés d'évaluer au niveau de DCE et DPE ont des moyens d'évaluation pour savoir réellement, pour l'année scolaire 2024-2025, quelles sont les matières dans lesquelles les enfants se sont mieux exprimés. Et si ça n'a pas marché, ils ont aussi des outils pédagogiques pour essayer d'apporter cela aux formateurs afin que les mêmes choses ne se répètent pas. Moi, je pense que la question n'est pas encore répondue parce que c'est au niveau de l'orientation. Parce que la question qu'ils ont demandé aux enfants, c'est quel métier ils comptent faire pour qu'ils participent aussi au développement de leur pays à travers le projet Simandou. Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne aux enfants que tel métier, il faut le faire si vous voulez devenir tel, au fait, à partir du collège? Parce que nous parlons du collège à partir de la 7e année. Ok, à ce niveau, n'importe quel enfant, déjà à bas âge, quand il commence à faire le choix entre les couleurs, quand il commence à faire le choix entre ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut devenir un peu plus tard. Simandou, en tant que tel, tous les corps de métier peuvent se retrouver dedans. Les juristes peuvent être dedans, les économistes peuvent être dedans, les gens qui sont dans les corps de métier, les écoles professionnelles, enseignement technique peuvent se retrouver dedans. Donc, il suffit qu'un enfant dise ce qu'il veut devenir pour servir sa nation en se servant du sujet selon les consignes. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, l'orientation du sujet, ceux qui ont choisi, ce sont des pédagogues. On ne peut pas remettre en cause leur faculté d'analyse et d'appréciation des choses selon les recommandations de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique à travers laquelle ils ont choisi le sujet en tenant compte des objectifs pédagogiques dans l'objectif général qui est demandé à être enseigné. Donc, vous serez surpris de constater qu'il y aura des enfants à ce niveau qui vont surprendre des correcteurs et qui vont avoir des notes que vous-même, vous allez vous poser la question comment il a réussi à trouver la réponse. Et aujourd'hui, quel est votre avis, quelle est votre opinion sur ces révisions nocturnes dans certains établissements, nonobstant l'interdiction par le département?
Je pense que les révisions ne sont pas interdites au niveau des écoles, mais le département ou les autorités à des différents niveaux ont demandé à ce que les révisions s'arrêtent jusqu'à un certain niveau. Donc, toute école qui va au-delà des heures fixées pour la révision, je pense que se met contre les autorités. Quelles sont ces heures retenues par le On a demandé que les révisions peuvent être tenues dans les écoles jusqu'à 18h. Alors, celui qui va au-delà de 18h, l'intéressé est un contrefacteur de cette loi. Voilà. Mais nous, on voit dans certains quartiers des révisions nocturnes. À part de beaucoup, il y a certains on voit certains candidats qui remontent parfois jusqu'à 22h, jusqu'à 23h. Oui, moi-même je le vois. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est dans les écoles ils le font? Et s'ils le font dans les écoles, l'instruction qui a demandé l'interdiction des révisions à ce niveau a donné information et a demandément autorisé exécution de ces décisions au niveau de certains responsables. Alors, si dans une commune, vous avez constaté cela, vous, en tant qu'alerteur et informateur, je pense que vous devez saisir les autorités communales ou régionales afin que ces autorités-là agissent pour arrêter ces révisions. Et si ça n'a pas été fait, je pense que les responsables à ce niveau ont failli à leur devoir parce qu'ils doivent arrêter toute révision allant au-delà de 18 heures. Est-ce que ces révisions-là contribuent à booster le niveau des élèves ou c'est un centre pour préparer les fraudes? Une surcharge pour eux. Bon, vous savez, au niveau de l'école, on ne peut pas se cacher la vérité. Tous ceux qui font la révision, ils le font d'abord pour former. Dans la mesure du possible, comme c'est l'occasion qui fait le larron, ils attendent aussi des épreuves, des soi-disant sujets qui sont censés venir pour essayer de traiter avec les élèves. Vous qui êtes là-bas comme ça, là, si vous étiez quelqu'un de crédible qui dit, par exemple, on a appris que c'est tel sujet qui va venir. Le professeur qui est là-bas, si le professeur est concerné par cette matière, on va essayer de traiter. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez traité l'épreuve, que l'épreuve va venir comme ça. Des fois, ça peut être une coïncidence, ça peut apparenter au sujet, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pour frauder. Mais ils vont pour préparer, pour rafraîchir la mémoire des élèves, afin que quand le sujet vient dans les questions traitées, que les enfants ne soient pas dans les difficultés à trouver les réponses qu'il faut. D'accord. Alors, M. Souma, est-ce qu'il y a des cas de fraude qui ont été repérés dans votre école? Pour l'instant, dans mon école, malheureusement, aucun élève n'a été fraudé. Nous faisons notre maximum pour les empêcher de frauder, parce qu'il faut se dire la vérité, les enfants, ils font tout pour essayer de trouver la réponse qu'il faut. Mais nous nous sommes dit qu'on n'est pas venu pour les éliminer. On est venu pour les encadrer, on est venu pour les maintenir, afin qu'ils ne perdent pas toute l'année dans laquelle ils ont beaucoup travaillé. Mais cela ne veut pas dire que quand on trouve des cas d'illégalité, c'est-à-dire d'irrégularité qui ne sont pas à pardonner, qu'on va laisser passer les cas. C'est pourquoi dans les jours à venir, si les enfants s'entêtent à faire des actes qui nous amènent à les éliminer, on n'hésitera pas à mettre au dehors tout ce qui doit être mis au dehors pour que cela serve d'exemple aux autres. D'accord. Alors parlons de l'utilisation des gadgets comme les téléphones. Il y en a qui ont été saisis? Chez nous, la sensibilisation a été faite depuis hier et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau des élèves et au niveau des professeurs, nous avons interdit le port du téléphone par tous ceux qui ne sont pas habitués à le faire. Et on n'a trouvé aucun téléphone, on n'a trouvé aucun appareil connecté comme les montres et les Bluetooth au niveau des candidats. Les professeurs également respectent ces consignes chez nous à la lettre. Même avec les surveillants? Les surveillants ne portent pas le téléphone sur eux dans les salles de classe. Bien entendu, il y en a qui viennent dans leur voiture. Donc, nous demandons à ceux qui viennent avec les téléphones de les mettre c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'engin de mettre de laisser les téléphones à la maison ou de les mettre en dehors de la cour. Ceux qui ont des engins, de les mettre dans la voiture parce qu'on ne peut pas quand même les empêcher de ranger les téléphones dans la voiture. Mais une fois dans le secrétariat, nous veillons à ce que tout le monde se rassure qu'il ne porte aucun appareil compromettant sur lui pour ne pas que cela lui soit préjudiciable. D'accord. Et quelle sera la suite maintenant pour le brevet? Bon, nous continuons à renforcer la vigilance parce qu'au fur et à mesure que les jours évoluent, les enfants aussi renforcent leur stratégie. Ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé dans les premières matières prennent des dispositions draconiennes contre nous. Comme vous le savez, ils sont toujours en avance. Donc, nous nous servons également des expériences des autres écoles pour essayer de refuser que les fautes, d'ailleurs, s'invitent chez nous. Et l'objectif, comme vous l'avez dit, tolérance zéro, oui. Nous allons l'appliquer et nous ferons tout pour que, si on parle d'irrégularité, que cela
que notre centre ne soit pas cité. Bien entendu, c'est un examen dans lequel notre concours engage le corps professoral. C'est pourquoi nous ne voulons pas que quand on cite des irrégularités, que nous, au niveau de notre centre, que nous ne soyons pas cités. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions, Monsieur Souma Moustapha. Merci beaucoup, je vous en prie. Passez une très belle soirée. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc Monsieur Souma Moustapha, voilà, qui s'est prêté à nos différentes questions, professeur d'histoire et délégué au collège de Bonfim pour le BEPC. Il est revenu sur le déroulement des examens et des révisions nocturnes organisées par certains établissements. Oui, absolument. Moi, je pense que il a été quand même très édifiant sur des questions que nous avons posées. On a trouvé qu'il a apporté beaucoup d'éclaircissements par rapport à certains aspects de nos questions. Par exemple, quand on prenait le sujet sur Simandou, vous savez, aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est ce qui fait tourner sur les réseaux sociaux. Ben, il a trouvé quand même à faire en sorte que il ne faut pas que le terme Simandou soit quand même utilisé de façon à faire en sorte que le terme Simandou qui est employé dans ce sujet-là puisse remettre en question tout le sujet. Alors que c'est juste une interpellation positive pour c'est-à-dire questionner l'intelligence des enfants qui sont aujourd'hui confrontés à ces épreuves-là. Donc, la deuxième chose, c'est par rapport à ces révisions nocturnes, moi je dirais que c'est important de le signaler. À l'époque, en Guinée, vous avez, précédemment, avec les années Guillaume, on sait qu'il y avait beaucoup de tintamarre, beaucoup de bruit. Je vais mettre le curseur. Exactement, non. Je vais mettre le curseur sur un aspect, c'est-à-dire l'aspect, parce qu'aujourd'hui, on est quand même au brevet d'études du premier cycle, c'est la deuxième journée. Il y a d'autres même qui ne sentent pas qu'il y a une évaluation de cette envergure dans la cité, parce que tout simplement, le département a trouvé quand même qu'il ne faut pas embrouiller les enfants à travers des déclarations un peu partout. Mais parce que quand on prenait les années Guillaume, où il se trouvait dans son bureau avec des caméras de surveillance, et puis voilà. Donc, il y avait cet aspect de tintamarre qui embrouillait un peu les élèves. Mais aujourd'hui, force est de constater que celui qui est à la tête de ce département, M. Sedi, quand même, qui est en train d'apporter beaucoup de changements et en faire en sorte aussi que de calmer un peu la situation pour ne pas traumatiser les enfants, parce que ce sont des apprenants. Quand vous venez, vous envoyez des militaires pour la surveillance, je pense que ça peut embrouiller les enfants. Vous pouvez même oublier ce que vous avez appris. Donc, pour l'instant, non, mais c'est votre avis. Ouais. Voilà, c'est votre opinion. On n'est pas là pour être d'accord. D'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Voilà. On n'est pas là pour être d'accord. Quand on estime que Guillaume Aouin a tympanisé ou a paniqué les enfants, je pense que ce n'est pas une sorte de panique. Guillaume Aouin, a hérité d'un système éducatif où la fraude, elle était immense. Donc, il fallait quand même envoyer une politique de dissuasion de ces enfants pour leur dire attention, désormais, quiconque fraude, nous allons prendre des dispositions pour éliminer la personne. Moi, je pense que c'est dans cet élan et il s'est inscrit et c'était la meilleure façon. On sait quand même qu'il y avait des candidats ici qui t'achetaient 4 PV. Et grâce à Guillaume, il a commencé à mettre les choses en place pour que cela soit détecté. Je pense qu'il a été auteur de plusieurs réformes. C'est vrai qu'il y a eu assez de critiques autour de sa gestion au niveau du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais il faut aussi reconnaître qu'il a été à la base de plusieurs réformes qui ont amené les gens à comprendre que désormais, il faut éviter de frauder. Parce que quand on parle d'excellence aujourd'hui, la promotion du mérite et de l'excellence, c'est vrai que ça datait un peu longtemps, mais c'est lui qui a aussi su valoriser. On a vu quand même cette communication qui était autour du département, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le système éducatif. Aujourd'hui, je me réjouis que Sedi puisse continuer cette ligne, à faire en sorte que les examens se tiennent sans fraude,
s'il faut le dire, parce qu'on ne peut pas réussir tout à 100%, c'est vrai. Mais le fait de suivre cette ligne, minimiser un peu les risques de fraude. Donc, on a minimisé aujourd'hui les fraudes comparativement aux années que nous avons connues en 2006. Par exemple, quand je faisais le bac 1, où les surveillants venaient te demander en de l'argent, de cotiser pour vous permettre de communiquer. Et je me rappelle, j'ai un ami aujourd'hui qui est au niveau de la cybercriminalité, Mathieu. J'ai dit ouvertement dans la salle, je ne paye pas. Tout le monde était étonné de m'entendre dire je ne paye pas. Et nous étions, je crois, avec Patrice, Mathieu et moi, qui avions commencé à dire on ne paye pas. Et finalement, c'est comme ça, on est resté, on n'a pas payé. On a passé l'examen, on a eu. Donc, je crois aujourd'hui que Guillaume Awing, pour moi, il mérite beaucoup de respect. Je sais quand même qu'il a fait beaucoup de choses au niveau de ce département. Et dans les années à venir, on va encore goûter à ces fruits parce que quand on parle, par exemple, de livret scolaire unique, c'est-à-dire qu'il va suivre l'enfant de la première année jusqu'à la fin de ses études. C'est en son temps que ça a quand même été innové. Effectivement. Voilà. Alors après éducation, place au sport. Et cette fois-ci, la pilule est amère pour les supporters guinéens. La CAF vient de rejeter la requête introduite par la Guinée après son match contre la Tanzanie disputé dans le cadre des éliminatoires. Oui, nous quand même, on avait beaucoup d'espoir. Et je continue toujours à avoir de l'espoir parce que je suis un bon Guinéen. Je crois quand même qu'il y a... Non, c'est pas parce que tu as l'espoir qu'il y a un État derrière. Attention, c'est une attaque négative. Non, je suis un bon Guinéen parce que quand je parle de bon Guinéen, on est dans une bataille juridique qui n'est pas encore finie parce qu'il y a d'autres recours. Absolument. C'est vrai que le premier recours au niveau de la CAF a été rejeté. Mais ce qu'il faut rappeler, le match s'est passé le 19 novembre 2024. 2024, c'était contre la Tanzanie. C'était le dernier match d'ailleurs des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui doit se jouer au Maroc. Et ce jour, il y avait un joueur tanzanien qui avait un numéro qui n'était pas enregistré sur la feuille de match. Donc, il est rentré avec ce numéro et finalement, ça a été tout le problème. Donc, Michel Dussuyer a directement informé la fédération qui a saisi aussitôt la CAF et depuis, il y a cette bataille judiciaire qui est là. Donc, nous voulons quand même, ce que nous souhaitons, c'est peut-être la disqualification de la Tanzanie parce que c'est une erreur monumentale. Il est prévu que normalement, tout joueur qui n'est pas enregistré ou tout numéro qui n'est pas enregistré sur la feuille de match, normalement, ne doit pas jouer. Et s'il est intéressé à jouer, il sera soumis à des sanctions et qui peuvent aller jusqu'à la disqualification de l'équipe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Guinée peut encore continuer le combat dans l'espoir de gagner la partie parce qu'il faut que nous participons à cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Franchement, on ne veut pas regarder ça à la maison. D'accord. En tout cas, c'est une décision quand même qui suscite beaucoup de colère au niveau des internautes, des incompréhensions et débats dans les milieux sportifs du pays. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est légitime parce que quand on sait que la Guinée, le Guinée aime tellement le football et puis voir l'équipe nationale privée de la Coupe d'Afrique des Nations, on sait que c'est un rendez-vous très important pour le football africain et la Guinée a l'habitude quand même de mouiller le maillot de ce côté-là. Mais cette fois-ci, on va être à la maison à regarder les autres nations et puis la faute à qui? Bon, moi je sais pas, on peut pas dire que si notre demande a été rejetée par la CAF, il y a encore des moyens de recours. Oui. Il y a le TAS qui a été rapidement saisi par la Fédération guinéenne de football. Donc je sais que la bataille est très rude à ce niveau, mais bon, on croise les doigts et on veut savoir toute la vérité sur cette affaire. Est-ce que le joueur aligné qui avait les numéros qui étaient changés, est-ce que cela peut aller jusqu'à la disqualification de l'équipe tanzanienne? Et on saura, parce que quand même, ce sont des dispositions et des articles qui vont faire en sorte que cette nuance soit levée. Mais pour moi, il est aujourd'hui important de continuer le combat, aller jusqu'au bout du bout pour voir est-ce que la Guinée, peut-être, on pourra se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se qualifier au Maroc. Est-ce que le tribunal arbitral va finalement trancher en faveur de la Guinée, comme la CAF a rejeté notre demande? Est-ce que nos arguments sont tellement solides pour invalider cette qualification
disqualification de la Tanzanie. On va le savoir parce qu'on aura tout à l'heure un journaliste sportif avec qui nous allons essayer de comprendre beaucoup sur les aspects des motivations de ces récits. Voilà. Au fait, quand on parle de journaliste sportif, je pense qu'il faut aujourd'hui coordonner la communication autour de cette question qui nous oppose à la Tanzanie. Pas une opposition politique, mais c'est une opposition sportive. C'est de bonne guerre quand même. Si nous ne coordonnons pas, parce qu'on a vu quand il y a eu la CAN U17 par exemple, au temps de Antonio Soare, le Sénégal a fait en sorte que la Guinée soit disqualifiée. Parce qu'il y avait au niveau des médias une communication coordonnée. Mais ici, chacun y va de son commentaire. Il y a d'autres même qui peuvent voir la raison guinéenne, mais puisqu'il n'y a pas le leur aux affaires, donc il n'y a pas leur intérêt, et qui se mettent directement dans la peau de critiquer parfois la fédération pour dire « Ah, ils pourront pas ». Donc c'est donner déjà le flanc, prêter le flanc à l'adversaire. Ils peuvent utiliser des brèches. On a même Voilà, on a Paul Fatia Tunkara qui est Effectivement, d'accord, il y a beaucoup de questions quand même qui se posent par rapport à ça. Pourquoi ce rejet? La requête était-elle fondée et surtout quelles conséquences pour la suite de la compétition? Pour en parler, nous avons au téléphone Paul Fatiha, journaliste sportif au sein du groupe Adafo. Bonsoir Paul et bienvenue. Bonsoir aux complices en studio. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Ouais. Quasi partagé. En tant qu'observateur averti du football africain, comment analysez-vous juridiquement et sportivement le rejet du recours guinéen par la GAF? Merci de l'invitation. Désolé pour ma voix qui est un petit peu cassée, mais je vais m'employer à ce qu'elle soit audible pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. D'accord. C'est vrai que c'est un affront que nous avons essuyé, perdre cette bataille juridico-sportive contre la Tanzanie. Et c'est vrai que nous ne passions pas à chance égale dans cette bataille avec la Tanzanie. Aujourd'hui, c'est un constat qui est implacable, c'est clair à l'esprit, ça ne nécessite aucune démonstration préalable que la Tanzanie, c'est le nouveau riche du football africain, c'est un football qui est en pleine expansion. C'est un championnat aujourd'hui qui est considéré comme étant l'Eldorado du football africain. Nous avons estimé que quand je parle de nous, c'est la Guinée, nous avons estimé que nous avons été lésés dans nos droits. Et en matière de droit, lorsque vous avez intérêt, vous avez moyen, vous avez qualité, vous pouvez intenter une action judiciaire dans l'espoir d'être rétabli dans vos droits. Et vous savez mieux que moi qu'en matière de football, certes, le match il peut se gagner sur le terrain, mais si vous sentez qu'on a fait un torse pour X et Y raison à la loi, vous pouvez faire rejouer le match dans les juridictions et c'est ce que nous avons fait. D'autres pays l'ont fait avant nous et ils ont gagné contre nous. Je veux nommer par exemple le Sénégal en 2019 qui nous a... et qui a porté plainte contre la Guinée au niveau de la CAF. On a été déçus de notre place de vice-champion. On a été sommé de restituer les médailles de vice-champion. Donc, il fallait user de nos droits. Et c'est ce que la Guinée a fait. Dans un premier temps, on a saisi la commission de discipline de la Confédération africaine de football parce que c'est une juridiction à double degré. On n'était pas satisfait de ce verdict. On a interjeté appel au niveau du jury d'appel. Nous avons été reçus par le jury d'appel. Contre toute attente, le jury d'appel a débouté le recours de la Guinée sans pour autant le motiver. Et la Fédération guinéenne de football attend d'être notifiée officiellement des motivations qui ont prévalu à ce verdict et pour se transporter au niveau du TAS pour l'ultime recours. Parce que tout verdict qui sera issu du TAS sera donc insusceptible de recours. Voilà alors les derniers développements de ce feuilleton judiciaire de la Guinée. D'accord. On a vu quand même le courrier de la CAF qui est venu, comme vous l'avez si bien dit, sans que les raisons de ce rejet du recours de la Guinée ne soient expliquées. Et comment vous avez analysé cette note de la CAF? Alors, la CAF, jusqu'à présent, c'est silence radio sur les motivations réelles, c'est un silence assourdissant sur les réelles raisons qui motivent sa décision de débouter. Mais vous savez, aujourd'hui, la Confédération africaine de football
dans son fonctionnement, dans son bilan qui n'est pas que lucratif, qui n'est pas que argent. C'est une CAF qui est embourbée dans beaucoup de litiges qu'elle est en train de perdre au niveau du TAS. On a vu par exemple Renaissance Berkane qui a perdu à la CAF, mais qui est allé gagner au niveau du TAS. On a vu Samuel Eto'o, par exemple, dont on voulait expressement empêcher la candidature pour intégrer le bureau exécutif de la CAF, qui a engagé une procédure accélérée avec ses avocats. Il a gagné auprès du TAS contre la CAF. Dans un passé récent, le président Mpemba Souaré avait été refusé par la CAF. Il a engagé une procédure accélérée au TAS. Il a gagné, sauf que le verdict est tombé à la veille du scrutin, ce qui ne lui a pas permis de facto de battre campagne. Par conséquence directe, il n'a donc pas été élu pour intégrer, pour diriger l'UFOA. Aujourd'hui, la CAF, elle est embourbée dans ces litiges-là qu'elle est en train de perdre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les membres qui composent les commissions de discipline et les commissions et le jury d'appel de la CAF ne sont pas véritablement des acteurs qui disposent des compétences réelles en matière de droit du sport. Vous savez, le football a son argent, le football a ses ressources, le football a ses lois, le football a ses règlements, le football a ses juridictions. C'est pourquoi quand un conflit naît dans le football, il ne peut trouver solution que dans le football. Aucune juridiction ordinaire ne peut trancher. Sauf que les personnes qui composent aujourd'hui la juridiction de la CAF, ce ne sont pas des gens qui ont de réelles compétences en matière de droit. Ce sont des acteurs de football qui sont pris ça et là, qui sont nommés pour composer cette juridiction. Et lorsque vous êtes nommé, vous n'avez pas une obligation de résultat envers celui qui vous avez nommé. Vous avez plutôt une obligation de moyens. Ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui pour ces juridictions de dire le droit. Et l'autre raison, aujourd'hui nous assistons à une géopolitique de notre football. Toute décision prise par la Confédération africaine de football a une dose ou bien est teintée par une dose de considération de calcul politique ou de calcul géopolitique ou de calcul stratégique. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour la CAF, même lorsqu'elle doit affronter la réalité, c'est difficile pour la CAF de dire le droit. Je vous donne des exemples très édifiants. Vous prenez par exemple le cas de Samuel Eto'o. C'est parce que tout simplement, on a pensé que Samuel Eto'o était très embêtant. On sait que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur ses souliers cirés. Donc il fallait brouiller toutes les pistes, l'empêcher d'accéder au bureau exécutif de la Confédération africaine de football. On sait également que la Tanzanie, c'est le pays hôte du championnat d'Afrique des Nations. Et techniquement, aujourd'hui, le seul pays parmi les 3 pays hôtes, c'est sur la Tanzanie qui est techniquement prêt pour le championnat d'Afrique des Nations. La Tanzanie est le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de 2027. La Tanzanie aujourd'hui, en termes de marketing, en termes de revenus publicitaires, on sait également que les compétitions de la CAF ne génèrent pas énormément d'argent. Donc, il y a tous ces calculs, argent, business, politique, géographique qui se mêlent dans les décisions que la CAF prend. Ce qui fait que c'est difficile pour la Confédération africaine de football d'être neutre. Et ce qui fait également que ceux qui doivent trancher, c'est-à-dire les membres qui composent le jury d'appel et la commission de discipline, sont à la fois juges et arbitres. Ils sont à la fois juges et arbitres. Et l'autre raison, aujourd'hui, la Confédération africaine de football, il faut quand même oser le dire, c'est quand même une caisse de résonance de la FIFA. On a vu comment Patrice Motsepe a été nommé à la tête de la Confédération africaine de football, c'est à l'issue du protocole de Rabat, qui a contraint les autres candidats de renoncer à leur candidature afin de publiciter Patrice Motsepe à la tête de la Confédération au nom d'une supposée unité africaine. Pour moi, c'était un déni de démocratie. Jamais dans l'histoire du football cela ne s'était fait. Parce qu'aujourd'hui, Gianni Infantino, il est considéré comme étant la souris du palais. Il a cette facilité-là de prendre son jet privé et puis d'entrer dans les palais, de rencontrer directement les présidents de fédération. Donc, Motsepe est venu parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit capable de redonner la santé financière à nos compétitions. Et on sait que c'est quelqu'un qui est très riche. Donc, le deal, c'est que Motsepe vienne et que son club, Mamelodi Sundowns, soit engagé à la Coupe du Monde des clubs ou pour une simple participation qui a 35 millions de dollars. Où 1 milliard de dollars est voté, c'est la plus grande dotation financière pour une compétition organisée par la FIFA. Et puis l'autre aspect également qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, Gianni Infantino
a mis carrément la CAF à sa solde. C'est lui qui décide carrément de ce qui se passe à la CAF et la CAF valide ses décisions. Pour preuve, quand il a fait venir Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football, il a fait venir son petit Véron Motsengo de la FIFA pour être secrétaire général de la CAF. Il a fait venir également un autre de la FIFA pour le placer dans la commission finance afin de valider toute sortie d'argent au niveau de la Confédération africaine de football. La FIFA, c'est 211 associations membres, alors que la CAF, c'est 54 associations membres. Comment comprenez-vous que quelqu'un qui quitte une association de 211 membres pour venir contrôler une association de 54 membres si la personne n'est pas en mission? La mission, carrément, c'est de contrôler, de savoir l'emprise, la même mise, c'est pour faire même bas sur la Confédération africaine de football, parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'avenir du football européen, parce que l'Afrique, c'est 54 voix, et ça, et c'est le plus grand vivier électoral pour le président de la FIFA pour les prochaines élections. Donc, il y a tous ces calculs-là qui fait que c'est difficile pour la CAF d'être neutre dans les décisions qu'elle prend. Pour toutes ces raisons, Paul Fatia, pour toutes ces raisons, la FEGIFOOT évoque une saisine du TAS. Quelles sont les conditions et les sens réels pour la Guinée devant cette institution? Alors, maintenant que, parce que moi, j'étais convaincu qu'on ne pouvait pas gagner à la CAF. Pour moi, le scénario le plus plausible, le plus envisageable, c'est quoi? C'est de perdre à la CAF et d'aller gagner au TAS. Il y a des précédents aujourd'hui qui nous confortent dans notre conviction et qui nous donnent des espoirs à gagner. Si nos espoirs étaient à 30% au niveau de la CAF, aujourd'hui, on peut espérer à 50-60%. Pourquoi? Parce que, d'abord, le TAS est une juridiction qui est privée. Ce n'est pas une juridiction qui est publique. Deuxièmement, les juristes qui composent le TAS, on les appelle des arbitres. Ce sont des spécialistes en droit de sport. C'est différent des spécialistes en droit commun ou des spécialistes en droit constitutionnel. Ceux qui composent le TAS sont des spécialistes en droit du sport. Ils connaissent la loi, ils connaissent également, ils savent comment interpréter la loi. Et puis troisièmement, l'espace de débat change. Aujourd'hui, la Tanzanie et la Guinée sont sur le même espace de débat qui est l'Afrique. Et nous sommes tous affiliés à une même confédération qui est la CAF. Mais si on se transpose du niveau du TAS, l'espace de débat change sur un territoire neutre. On se transpose sur un territoire neutre. Là-bas, ce sont des spécialistes en droit du sport qui nous écoutent. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre que la CAF nous envoie les motivations réelles, parce que jusqu'à présent, on n'a pas les motivations réelles. Ce sont les motivations-là que nous allons prendre. Nous allons greffer à notre préparation technique, à notre note technique, et nous allons enclencher une procédure accélérée au niveau du TAS. Parce que le calcul de la CAF, c'est quoi? C'est de faire traîner la procédure, parce qu'on sait que la procédure, elle est lente et elle est lourde, de faire traîner la procédure pour que la Coupe d'Afrique commence sans la Guinée. Donc, il faut comprendre ce calcul de la CAF. C'est pourquoi il est important pour la Guinée d'être déjà avoir les réelles motivations. On va les greffer aux aspects techniques, assortis sur les éléments de conviction, les pièces de conviction dont nous disposons. On va se transporter au TAS. On va payer 3 fois plus que la procédure ordinaire pour engager une procédure accélérée. Et comme ça, le TAS va délibérer. Mais ce qui est sûr, c'est que le verdict du TAS est insusceptible de recours. Là-bas, on a plus de chances de gagner. Il faudra se préparer en conséquence. Parce que ce qu'on ne dit pas, en fait, c'est qu'à la CAF, par exemple, on a perdu pour 2 raisons. Moi, j'ai eu à échanger avec des spécialistes en droit du sport qui m'ont fait comprendre que nous avons perdu pour 2 raisons. Primo, nous avons très mal qualifié l'infraction. C'est vrai, c'est vrai. Paul, vous êtes là? Paul? Je crois qu'il y a un petit souci. C'est important de le rappeler. C'est très important de le rappeler parce qu'il parlait tantôt de ce qui a fait exactement les raisons qui ont fait que la CAF a débouté notre requête. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entendu, il y a quand même de l'espoir au niveau du TAS.
pour peut-être invalider cette qualification. Parce que quand même, les lois, si les lois sont, les principes sont en faveur de la Guinée, je pense qu'il faut les appliquer. Les lois sont faites pour être appliquées, pour être respectées. Si aujourd'hui, parce que moi, j'allais lui poser cette question, le cœur du litige, c'est sur ces numéros, les règles sur ces numéros-là. Est-ce que c'est une faute grave qui peut-être pourrait invalider la qualification d'une équipe à la Coupe d'Afrique des Nations? Peut-être c'est des questions comme ça, s'il revient. On va lui poser pour en savoir davantage, parce que quand même, il y a beaucoup d'autres sanctions. Est-ce que la sanction la plus plausible aujourd'hui est de faire disqualifier la Tanzanie au profit de la Guinée? Ouais, quand même, il y a des gens aussi optimistes que moi. Et ça, déjà, ça me réjouit. Parce que moi, je suis sûr, je n'ai jamais cessé de le dire. C'est vrai que les gens, quand on se rencontre, ils disent « Ah, c'est mort pour la Guinée, pourquoi vous croyez encore, pourquoi vous croyez ?» Parce que je leur dis, il y a beaucoup de démarches juridiques à mener pour pouvoir atteindre son objectif. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il a pris beaucoup de cas, le cas sur Samuel Eto'o, le cas sur le président Antonio Soare. Donc, il y a beaucoup de cas aujourd'hui qui se sont montrés. On perd au niveau de la CAF et on vient gagner au tribunal arbitral. Donc, c'est déjà une lueur d'espoir. Parce que de ce côté-là, ce qui est des spécialistes en matière du droit du sport, et voilà. Voilà, il est déjà en ligne, Paul Fatia Tunkara. De retour parmi nous. Alors, Paul. oui, alors je disais que nous avons perdu pour deux raisons. C'est vrai qu'il y a une erreur administrative. Mais sauf que dans la qualification de cette infraction, on n'a pas trouvé les éléments de langage appropriés pour qualifier l'infraction. Vous savez, en matière de football, il y a ce qu'on appelle la réserve. Il y a ce qu'on appelle la plainte. La réserve commence à partir de la préparation de match de football jusqu'au coup d'envoi du match. Dans cet intervalle-là, on peut parler de réserve. Mais dès lors que le coup d'envoi est donné, on ne parle plus de réserve, on parle de la plainte. Alors que cette erreur administrative est intervenue dans le match, en cours de match. Donc, nous, côté guinéen, au lieu de parler de plainte, nous avons parlé de la réserve. Donc, il y a eu une erreur même dans la qualification de l'infraction. Ça, c'était un vice de procédure côté guinéen. Et puis, deuxièmement, il y a également le règlement intérieur que nous avons confondu. Nous avons pris le règlement intérieur des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'appliquer au règlement intérieur des éliminatoires. Vous savez, pendant les éliminatoires, tu peux jouer avec autant de numéros de maillot que tu veux. C'est-à-dire que tu peux jouer aujourd'hui avec le numéro 5 contre l'Égypte. Après-demain, tu joues contre l'Algérie avec le numéro 15. Et puis 4 jours après, tu joues avec le numéro 2 contre le Burundi. Pendant les éliminatoires, c'est permis. C'est pendant les phases finales que le numéro est exigé. Donc, il y a eu deux vices de procédure. Dans la qualification de l'infraction, la Guinée a commis une erreur, mais aussi dans l'interprétation même du règlement intérieur. Nous avons pris le règlement intérieur des phases finales à la place du règlement intérieur des éliminatoires. D'après les spécialistes de droit avec lesquels j'ai échangé, nous vont faire comprendre qu'effectivement, la Guinée a fauté parce que nous avons très mal apprécié l'infraction. Donc, pour ces deux raisons, nous avons été déboutés. Sauf que jusque-là, la CAF elle-même n'a pas motivé encore les raisons de sa décision. Ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, c'est très difficile de gagner un procès au sein de la Confédération africaine de football parce que les décisions sont inspirées d'arrière-pensée, soit politiques, soit économiques, soit géostratégiques. C'est extrêmement compliqué. D'accord. Paul Fatia Tunkara. Quelles sont les chances de la Guinée à ce niveau, selon vous? Oui, pour moi, si on était à 30% avec la CAF, au niveau du TAS, on est à 50-60%. On peut espérer de gagner. Il y a des particuliers qui ont gagné. Le président Antonio a gagné au TAS contre la CAF. Amadou Diaby a gagné au TAS contre la CAF. Samuel Eto'o a gagné au TAS contre la CAF. Renaissance Berkane a gagné au TAS contre la CAF. Nous aussi, on peut, à l'instar de ces précédents-là, on peut engager une procédure accélérée, très bien travailler les aspects techniques de notre dossier et puis aller défendre la cause de la Guinée parce que c'est une question d'honneur, c'est une question de fierté. Mais est-ce que cette erreur sur le numéro pourrait invalider la qualification de la Tanzanie? Est-ce que selon les principes de la CAF? Parce que le numéro qui est sur le maillot, ce n'est pas le même numéro. Il y a le nom du joueur, mais ce n'est pas avec le même numéro sur la feuille de match. Je pense que là,
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sanctions? Non, je pense qu'à ce niveau, il faut aussi... Parce que quand un problème n'est pas bien compris, soit le problème il est mal posé, soit le problème il est mal expliqué. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a bien eu une erreur administrative. Il y a eu une erreur administrative parce qu'il y a un numéro, le joueur il a son nom, mais le numéro n'est pas reconnu. Alors que dans le règlement intérieur des éliminatoires, à son article 40 et 41, il est clairement stipulé, disposé que quand il y a une erreur administrative, le pays hôte prend une sanction et il est même suspendu de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, on ne dit pas de situer la responsabilité sur qui est coupable de cette erreur administrative. Tout le monde est unanime qu'il y a une erreur. Il y a une erreur administrative. Maintenant, les textes sont clairs. En cas d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas d'erreur, c'est de sanctionner le pays et puis de l'éliminer. Maintenant, est-ce que la CAF va avoir le toupet, aujourd'hui, le cran, le courage de sanctionner la Tanzanie quand on sait que la même CAF a démarché la Tanzanie pour, à la limite, faire le plat-ventre pour prier la Tanzanie d'accepter l'organisation de la Coupe d'Afrique 2027, d'accepter la co-organisation du championnat d'Afrique des Nations. Quand on sait que la Tanzanie aujourd'hui est très influente au sein du bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Donc ça, c'est des calculs. C'est des calculs de la part de la Confédération africaine de football. Maintenant, l'autre question qu'on va se poser, comment cette erreur administrative a pu échapper au contrôle de tous les acteurs qui sont commis à la tâche? C'est-à-dire que vous avez les deux capitaines, vous avez les deux team managers, vous avez le commissaire du match. Et avant un match, vous avez la réunion technique. On appelle les deux capitaines, on procède au contrôle d'éligibilité et d'identité des acteurs. Comment est-ce que cette erreur-là a pu échapper? Alors, de l'autre côté, j'ai discuté avec un arbitre international qui m'a dit que dans ce cas de figure, lorsqu'une telle erreur intervient, c'est le quatrième assistant et le commissaire du match qui prennent des sanctions pour un défaut de vigilance et défaut d'attention. Le pays hôte prend une amende financière. Donc, chacun est dans son interprétation. Et pour moi, puisque la loi, on a intérêt, on a qualité, on a moyen d'intenter une action auprès du TAS, il faut aller auprès du TAS dans l'espoir d'être établi dans nos droits. Mais encore une fois, cette erreur, cette bataille juridico-sportive ne doit pas éclipser la mauvaise organisation qui a parsemé la campagne éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Aujourd'hui, moi, je parle en tant que journaliste sportif, je ne vais pas m'accrocher à un numéro, à une erreur pour justifier la non-qualification de la Guinée. Non, pour moi, c'est un véritable accident industriel avec une cassette élargie à 24 équipes de voir la Guinée absente. C'est la Guinée qui a fourni les premiers émissaires, les premiers formateurs de football à la Tanzanie. Maître Nabi est là, il existe encore. La Tanzanie n'avait même pas de formateur au football. Aujourd'hui, ces pays-là sont devant la Guinée. La Mauritanie, qui avait un football marginal il y a 10 ans, la Mauritanie qui était classée 211e pays. Aujourd'hui, la Mauritanie est 100e sur le plan mondial. Ça veut dire qu'on travaille. Et nous, pendant cette campagne éliminatoire, tantôt on a appris que les maillots ne sont pas arrivés à temps. On a parlé de maraboutage dans les vestiaires avec les chaussettes qui ont été mouillées dans l'eau bénite. On a parlé même de 2 coachs qui n'étaient pas enregistrés à la CAF. Comment est-ce qu'un préparateur physique et un sélectionneur adjoint ne soient pas enregistrés à la CAF pour les 2 premiers matchs qui sont importantissimes pour lancer idéalement une campagne éliminatoire? Pour moi, la Guinée s'est rendue coupable d'une mauvaise organisation qui a parsemé la campagne éliminatoire parce que nous avons décidé chez nous de promettre tout et de faire le contraire. Par conséquent, on crée les conditions de l'échec parce qu'on a décidé de composer avec l'amateurisme, avec l'incompétence. Les gens qu'on a nommés là par activité, des copains et des coquins qu'on a nommés là, pour se faire de l'argent, et ils ont mis dans ce foutoir-là, et voilà où on se retrouve. Moi, aujourd'hui, j'ai pitié pour Serro, parce que toutes les fois où on sort, on dit la Guinée est dégoûtée, on sort l'image de Serro. Tu ne peux pas être aujourd'hui stratosphérique en Europe, et puis dans ton pays, tu es persona non grata. Tu ne peux même pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations. À un moment donné, après cette bataille juridico-sportive, il faut avoir le courage de retourner le plus sur soi pour se remettre en question afin de se projeter avec plus d'efficacité et plus de responsabilité. Et comment vous comprenez cet appel à candidature alors que la Guinée est engagée dans une bataille juridique et on entend de l'autre côté la FIGIFOOT qui annonce un appel à candidature pour recruter un nouvel entraîneur?
Non, je pense que nous sommes dans le besoin. Non, on peut ouvrir plusieurs fronts à la fois. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire. Aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de repenser le football guinéen. C'est de repenser le football guinéen, c'est de remettre le football guinéen sur les rampes du développement, c'est de rendre le football plus compétitif, plus académique, plus attrayant sur le plan africain. Pour moi, c'est ça aujourd'hui le plus important. Maintenant, le plus urgent, on a une urgence, on a cette bataille juridique qu'il faut évacuer. Mais à ce côté, on n'a pas de coach. Le problème est qu'on n'a pas de coach. On a colmaté ici, on a monté une équipe ici en briques et en broc. On est parti à la vente à soie, jouer une compétition. On ne peut pas aller à la chasse des lions avec des flèches de bambou. C'est pas possible. Il faut qu'on soit préparé en conséquence. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'entraîneur. Moi, j'entends parler des gens. Il faut un grand entraîneur, il faut un grand entraîneur. Aujourd'hui, je suis désolé, un entraîneur, c'est 20% de compétences, de qualification professionnelle, 80% de management. Le management dans le travail, je ne vous l'apprends pas. C'est la capacité que tu as à créer un environnement sain de travail dans lequel chacun va progresser. Comment rendre meilleurs ceux qui sont bons, comment rendre bons ceux qui sont moins bons, et comment faire des choix forts et justes. Oui. C'est un entraîneur. Ceux qui parlent de grands entraîneurs là, ce sont les trophées là qui font de toi un grand entraîneur. Mais les trophées là, tu ne les prends pas comme ça. Si tu acceptes de travailler, tu as la main libre, tu acceptes de composer ton équipe avec autorité, avec pouvoir, avec prémonition, tu composes ton équipe. Aujourd'hui, malheureusement, on a besoin d'un véritable manager. Un manager à la tête du Sili national qui va faire en sorte que tout le monde soit concerné par le projet sportif de la Guinée. Un manager qui va faire progresser les joueurs. Un manager qui ne va pas que consommer le potentiel de nos joueurs, mais aussi trouver, tirer le meilleur de chacun de nous. On dit souvent en matière de management, rends fier ton travailleur et il te rendra heureux. Ouais. Mais malheureusement, est-ce que le manager, est-ce qu'on a même demandé, on a même consulté, on a fait une consultation, est-ce qu'on connaît les prétentions salariales de ceux qui viennent, est-ce qu'on connaît nos bords salariales, nos limites salariales? On ne sait pas. On a lancé un appel à candidature, c'est-à-dire les ventes sont ouvertes pour tout le monde a le droit de postuler, mais après, même si tu es bon, mais si tu demandes 60 000 euros, que la Guinée ne peut te donner que 33 000 euros. À un certain moment, on prend le moins bon avec 33 000 euros. Ouais. Donc pour moi, il faut que de part et d'autre qu'on trouve un compromis. Aujourd'hui, tu ne veux pas prendre un Hervé Renard à 33 000 euros. Non, Hervé Renard, c'est 2 fois champion d'Afrique, c'est 100 000 euros. D'accord. Donc, pour moi, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut repenser notre football. Il faut connaître notre ADN de jeu. Il faut savoir où on va. Et en fonction de ça, on trouve le profil de manager. Moi, je ne parle pas d'entraîneur encore une fois. Je parle de manager. Un entraîneur, aujourd'hui, tu ne peux pas dire à Lionel Messi comment jouer. Tu ne peux pas apprendre à Serhou Guirassy comment jouer. Tu ne peux pas apprendre à Abdoulaye Touré comment jouer. Mais comment est-ce qu'il peut être meilleur? Parce que le déclic, c'est quoi? Ils sont bons en club. Mais quand ils viennent ici en équipe nationale, mais les performances, les résultats sont en deçà des attentes. On ne comprend pas. À un certain moment, soit on nomme des gens, des éphémères vacanciers qui embrassent ce métier-là par ennui ou par ego, alors que le métier d'entraîneur, c'est un métier qui est interdit à ceux qui veulent improviser. Zidane, quand il a fini sa carrière, il a accepté de descendre à la Castilla, la 3e division, l'antichambre du Real Madrid. Il a pris l'antichambre du Real Madrid. Il est allé se former en communication. Il est allé se former à Manchester City, au Bayern Munich. Il a dit non, sinon en un claquement de doigts, il pouvait avoir le beurre, l'argent du beurre, même le sourire du fermier. Parce que c'est évident. Mais il sait que son statut de légende ne va pas continuellement le protéger quand il est entraîneur. Quand tu es entraîneur, le meilleur ami, c'est tes résultats. Il a accepté d'apprendre sous l'ombre de Carlo Ancelotti. Et il s'est assis sur le banc de succès. Il a réalisé un triplé historique et il est devenu un grand entraîneur. On ne devient pas un grand entraîneur par une opération de Saint-Esprit. On travaille. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions, M. Paul Fatea. Merci beaucoup, c'est un plaisir.
Allez, passez une très belle soirée. En notre compagnie, c'était donc voilà le deuxième sujet du jour, rejet de la requête guinéenne par la CAF, fin d'espoir au début d'une bataille juridique. Oui, absolument. C'est un début de bataille juridique, mais acharnée, parce qu'on voit, on a écouté quand même Paul Fatia Tunkara, hein, qui aujourd'hui, les espoirs, hein, on peut parler ainsi, les regards sont portés vers l'OTAS, qui peut-être effectivement, dans des cas précédents, a quand même dit le droit, parce qu'aujourd'hui, c'est interpréter les textes et donner la raison à qui des droits. Moi, je pense aujourd'hui que au niveau du TAS, il faut la Guinée, est-ce qu'on manque de lobbying? Est-ce que c'est ça? Est-ce que parce qu'on n'a pas on n'a pas des mastodontes au niveau du football africain? Et parce que jadis, quand vous prenez les années avec Oroya et autres là, la Guinée était écoutée sur le plan africain. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je pense qu'on a perdu l'aura que nous avons à l'époque. Et aujourd'hui, on se retourne à la case de départ et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire actuellement. Donc, on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette bataille, la Guinée va aller, avec tout ce qu'on a entendu sur le plan géopolitique, et puis avec la Tanzanie qui va organiser la Coupe d'Afrique, et vous comprenez tout cela. Et la Guinée, notre pays a été incapable quand même d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique 2026, c'était attribué à la Guinée. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce niveau. On n'a même pas de stade homologué. Donc, nos matchs se jouent à l'étranger. Ça veut dire que nos joueurs sont orphelins de leur public. Ça pose problème. Donc, c'est un pays qui n'est pas sportivement prêt à boxer sur le ring avec des grandes nations de football. Quand vous prenez la Tanzanie, quand même, c'est pas une grande nation de football africain. La Guinée, on le rappelait, Paul Fatia Tunkara, la Guinée qui a quand même, il y a les gens qui se formés, exactement. Absolument. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce niveau, ça fait pitié. Mais ce qu'il faut faire, il faut repenser le modèle, il faut repenser le système, il faut aller, il faut chercher à repenser notre modèle, il faut chercher à trouver des solutions à nos problèmes, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pas, on est perdu, on ne sait pas à quel sens se vouer, parce que tantôt c'est la fédération ça ne marche pas à la fédération. On a vu avec cette bataille à la tête aussi de la fédération, et ça ne favorise pas un climat de travail serein. Donc moi je pense que aujourd'hui on va attendre, mais mais quand même, il faut se dire la vérité. Oui. L'espoir, il est permis, mais il est minime. On est vraiment dans l'éternel recommencement. Je retiens surtout les dernières paroles qu'il a prononcées quand il dit de se remettre aussi en question. On a eu quand même un pays qui a à un moment brillé sur le plan continental en matière de football. Nous allons toujours parler du AFIA 77, on ne va jamais l'oublier, le triple champion d'Afrique. Je pense que là, déjà, c'est un mérite. Et il est allé jusqu'à dire que la Guinée a été le pays qui a fourni les premiers formateurs à la Tanzanie dans le domaine du football. Oui. Aujourd'hui, la Tanzanie est en train d'émerger. Aujourd'hui, la CAF a même supplié la Tanzanie d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027 et la Guinée n'a même pas un stade homologué. C'est vraiment déshonorant, c'est humiliant. Il faut se le dire. Ce qui se passe au niveau de la Fédération guinéenne de football, c'est juste incroyable. On passe tout notre temps à discuter pour des choses inutiles. En fait, des questions de poste. Après, la personne qui vient approche ses amis, ses copains. Après, le football n'est pas géré comme ça se doit. Je pense que c'est le gros problème aujourd'hui que nous avons. Depuis le départ de Super V à la tête de la Fédération guinéenne de football, ça a commencé à discuter. On a vu Antonio quand même qui avait donné une certaine image au football guinéen. Ça, il faut le lui reconnaître. Qu'on le veuille ou pas, il a pu changer quelque chose. Mais après, ça n'a pas pu taire les divergences qui étaient dans le football. On a vu ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois 2019, où des joueurs avaient estimé que le sélectionneur leur avait demandé de l'argent, ceci, cela. On a vu ce qui s'est passé et ça a été vraiment une humiliation pour la Guinée. Donc c'est vrai que si nous avions
tenu à organiser dès le départ. On n'aurait même pas pu parler de cette question de maillot si on avait gagné sur le terrain. Est-ce que quelqu'un allait parler de problème de maillot? Exactement, non, pas du on n'allait tout. pas parler. Déjà, c'est 2 matchs, aller-retour. On nous a oui, battus deux fois. C'est ce que Fatia Tunkara Voilà. a dit. C'est ce que Fatia Tunkara a dit. On est en train de s'attarder sur des choses inutiles, alors qu'on avait toutes les possibilités quand même de se qualifier sans avoir de sur de le discussion. terrain. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Nous sommes encore dans ce pays où le football est source de guéguerre entre les acteurs. Et bon, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Même le championnat aujourd'hui a perdu de la valeur. Difficile quand même de voir aujourd'hui un club guinéen aller en quart de finale de la Ligue des champions africaine. Ça fait belle lurette. On avait même joué ici la demi-finale de la Coupe CAF avec le Orea. Mais aujourd'hui, où est ce football? Qu'est-ce qu'on fait du championnat? On ne sait même pas, même la visibilité, on est incapable de la donner au championnat. Ceux qui mettaient la main Vous voyez, donc c'est un gros problème aujourd'hui. Oui. On abat les personnes parce que telle personne, je n'aime pas sa tête. Et à l'époque quand même d'Antonio Soare, avec tout ce qu'on peut reprocher, l'audio avec quand même, KPC. on avait une certaine valeur du championnat national. Ça brillait. C'est vrai qu'il y avait des équipes aussi qui se cherchaient, comme le AFIA et autres, mais il y avait de la visibilité sur le championnat guinéen. Et il y avait de l'exploit, même quand le championnat guinéen évoluait. On était le championnat était même devenu attrayant parce qu'il y avait quand même le premier des de la étrangers sous-région qui ouest-africaine. Le premier championnat de la sous-région ouest-africaine à un certain moment. Donc, on était parfois dans les 8 premiers en Afrique, parce que quand on parle jusqu'en quart de finale, c'est déjà un effort en Ligue des champions africaine. Mais bon, on ne sait pas comment, où ils ont mis tous ces efforts-là et qu'est-ce qu'ils comptent en faire. Non, mais vous savez, notre pays, c'est l'abattoir des célébrités. Quand vous êtes célèbre dans ce pays ou quand vous avez de l'argent, vous voulez investir dans votre pays, on vous met les bâtons dans les roues. C'est ce qui est en train de détruire les espoirs dans ce pays-là. Parce qu'à cette époque-là, nous étions tous très contents de l'effervescence qui était autour de notre championnat ici. Même dans les stades, vous voyez que c'était rempli, les gens venaient. Il y avait quand même... le championnat était devenu attrayant, ça attirait du monde. Des gens quittaient le Sénégal, la Côte d'Ivoire pour venir jouer chez nous. Moi, je pense que c'est important à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on se retrouve à la case de départ. Il n'y a rien du tout parce que les Antonio, KPC, avec toutes ces guerres entre des problèmes de clans, c'est-à-dire on préfère que Paul perd, on préfère que Paul gagne et la Guinée perd. C'est-à-dire le problème de la Guinée, c'est ça. On ne met pas la Guinée au devant. On met toujours des intérêts personnels, égoïstes devant. Et quand c'est comme ça, là, on ne peut pas se retrouver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'asseoir, parler en guinéen, poser le diagnostic pour trouver les vraies solutions. Je pense que c'est pas pour trouver les vraies solutions. On a trop discuté. Non, mais attendez. On a trop discuté. On a trop discuté. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Que chacun s'examine soi-même. Il y a eu tellement d'assises, il y a eu tellement de rencontres, il y a eu tellement de paroles qui ont été dites. Mais tant que c'est pas bon, on ne va pas. Oui, on ne va pas. Mais c'est pas les paroles-là, c'est pas les paroles-là qui feront en sorte que les mentalités changent. C'est l'examen de soi, que chacun s'évalue intérieurement, qui se dise est-ce que je n'ai pas fait du mal à ce pays-là? Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si chacun réfléchit indépendamment, parce que toutes les assises, toutes les réunions que vous voyez là, les gens ils perçoivent de l'argent. Absolument, il y a des Donc les crises sont faites pour que aujourd'hui on aille s'asseoir et puis qu'on ait des primes. Donc, il y a ce gros problème. Même les journalistes qui participent à ces débats-là parfois, ils perçoivent de l'argent. Donc, généralement, il y a ce gros problème. Les journalistes même sont divisés sur et le gros problème, c'est les journalistes sportifs d'ailleurs qui ont divisé vraiment le monde du sport en République de Guinée. Ah bon? Oui, je suis journaliste. J'ai été journaliste sportif, j'ai fait quelques temps en 6 médias. Je sais de quoi je parle. Il y a des clans, comme tu l'as si bien dit, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau des journalistes. Absolument. On sait que tel journaliste, eux, ils sont de tel camp, et les autres, là, ils sont de tel autre camp, quelle que soit la vérité qui sera dite par le En plus, chacun aussi a un élément. Chacun a un élément chez les joueurs aussi, parce que ça, c'est un problème. Quand vous alignez tel ou tel, et puis c'est la presse sportive qui s'élève pour dire non, tel n'a pas assez de temps de jouer dans son club, et puis voilà, ils ont aligné cela. Ça, ce sont des choses
vérifiable aujourd'hui, parce qu'on crie au loup, mais il faut faire le ménage chez nous aussi, hein, parce que c'est important. Aujourd'hui, la Guinée, on se retrouve véritablement à la case de départ, et c'est cette bataille-là. Bon, je veux bien qu'on la gagne, mais ça va être difficile, hein, avec tout ce que j'ai entendu de Paul Fatia Tunkara. Avec cette, on espère quand même qu'ils vont trouver un terrain d'entente on va gagner, par rapport à tout ça. Donc, aimables téléspectateurs, c'était donc le sujet du jour, examen sport. On en a parlé de long en large dans cette émission. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce temps d'antenne avec vous. Alors les gars, on se retrouve demain pour un autre numéro du déballage. Merci beaucoup, Rokia. Merci. Allez, passez une très belle soirée en notre compagnie. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires